Merci de votre présence. Je m'appelle Claudia Poulain. Je suis courtière en assurance de dommages chez Lucier. Et puis, aujourd'hui, on est là pour faire un survol sur l'assurance, mais pourquoi? Donc, on le sait que pour les entreprises, les OBNL, on se questionne toujours si notre police est adéquate. Et puis, le fait souvent d'avoir un courtier qui nous aide à vérifier selon nos activités, est-ce qu'on a les besoins, est-ce qu'on a les protections nécessaires ou est-ce qu'on en a en trop? Des fois, on peut avoir un dédoublement sur certaines choses. Donc, aujourd'hui, on fait un petit survol sur certains sujets de l'assurance pour Espace OBNL. Alors, comme on le disait, on est 4 conférenciers. Alors, moi, je vais faire la première partie avec l'assurance commerciale. Puis, Jean-Nicolas va suivre avec administrateur et dirigeant. Carl Langlois avec la cyber et Arnaud Chosegros avec la partie assurance collective et une partie d'assurance sélective. On vous expliquera les différences entre les deux. Après chaque segment, on pourra aussi avoir une période de questions là, pour faire le suivi. Donc, avant de commencer sur ces 4 sujets-là, j'aimerais quand même vous présenter Lucier. Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres moins. Donc, Lucier, on est un cabinet d'assurance et services financiers. Je vous laisse savoir qu'on est approximativement 800 employés et que nous avons 26 succursales à la grandeur du Québec. Donc, oui, on fait de l'assurance commerciale pour les OBNL, mais on a aussi des regroupements comme avec Espace OBNL, donc des groupes et associations. On en a à plus ou moins 88 dans le moment, des programmes comme ça. Sachez que chez Lucier, aujourd'hui, on parle d'assurance commerciale et de responsabilité, mais nous avons l'offre globale. Donc, autant pour votre assurance maison, votre assurance automobile, tout autre besoin personnel, l'assurance commerciale, les assurances collectives, tout ce qui est placement, finance et assurance vie et santé. Donc, si vous avez une question au niveau d'assurance, de placement, bien, sachez que chez Lucier, on offre tous ces produits, ces possibilités. Les différentes sections que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, concernant l'assurance des biens, je dirais que c'est l'assurance primaire, donc protéger les biens meubles, les immeubles qui appartiennent à un organisme. L'assurance de la responsabilité civile, donc c'est couvrir les conséquences pécuniaires. Si vous êtes tenu responsable d'un dommage, on dit corporel, matériel, ou tenu responsable de payer un dommage que vous causez. Pour les administrateurs et dirigeants, donc protéger les actes commis par vos administrateurs et dirigeants dans le cadre de leurs fonctions. La cyber, on en entend de plus en plus parler. On a entendu parler de la loi 25 aussi. Donc, couvrir les attaques informatiques ainsi que les conséquences, souvent pécuniaires. Et au niveau de l'assurance collective, c'est les défis de la rétention, l'attraction de la main-d'œuvre, parce qu'on le sait que beaucoup de personnel ont des questions là-dessus ou vont avoir une demande. Alors, si moi, je vais avec ma première partie qui est l'assurance biens et responsabilité civile. Si on avait un tableau à faire au niveau de l'assurance quand on est responsable d'une compagnie, d'une OBNL, c'est à quoi il faut penser en premier lieu. Donc, est-ce qu'on est propriétaire d'un loyer, d'un bâtiment? Et puis, quand on parle de ça, c'est l'assurance des biens. Donc, il y a toujours une partie où on dit le dommage direct, qui est directement lié au bâtiment, à leur contenu. Dans le cas d'un dommage, un feu, une explosion, une tempête de vent, du vandalisme. Donc, ça, c'est des choses qui nous appartiennent, qui appartiennent à l'OBNL que nous pouvons assurer. L'autre partie qui est intégrée dans l'assurance des biens, on dit les dommages indirects. Donc, ils sont un peu invisibles, mais ils doivent être assurés, ils peuvent être assurés.
on parle des pertes financières. Donc, si vous avez un feu, oui, votre bâtiment va être couvert, mais après ça, les conséquences de ça, votre bâtiment est fermé pendant combien de temps? Il y a des pertes financières qui sont reliées à ça. Donc, on appelle cette partie-là le dommage indirect. L'autre côté, on a la responsabilité civile. S'il y a une chose qu'on doit avoir en se partant en affaires, au minimum, c'est cette partie-là, parce que notre responsabilité civile en tant que personne, elle est sur notre assurance habitation, elle nous couvre partout dans le monde, mais la responsabilité civile au niveau de l'entreprise, bien, elle couvre le nom de l'entreprise. Donc, tout dommage causé à un tiers ou à un bien d'un tiers. Et puis, pour qu'il y ait indemnité en responsabilité civile, je vous ai écrit 3 grands mots, là. Il doit bien sûr y avoir un dommage. Donc, une personne doit vous tenir responsable d'un dommage causé soit financier ou soit matériel. Il doit y avoir une faute. Donc, vous devez être fautif ou non fautif, mais il doit y avoir une faute là-dedans. Et s'il y a un dommage et une faute, il doit y avoir un lien entre les deux. Et là, on peut amener la cause, on peut présenter la cause, le débat, dans le fond, pour vous défendre en responsabilité civile. Si on regarde la partie bien maintenant, donc, qu'est-ce qu'on peut couvrir en bien? À quoi on doit penser? Vous avez tous une assurance habitation. Donc, quand on prend l'assurance habitation régulière, quand on assure notre maison, tout ce qui est dedans est assuré. Dans le fond, on a notre bâtiment, la tuyauterie, le chauffe-eau, puis le contenu. Au commercial, c'est un petit peu différent. Donc, il faut prendre les protections nécessaires. Donc, oui, on a notre bâtiment, le contenu et les inventaires. Et puis, c'est à vous de donner l'évaluation du bâtiment. Donc, le courtier ne pourra jamais s'avancer, vous dire, ah, votre bâtiment, selon votre secteur, vaut 1 500 000 à rebâtir. C'est pas dans ses droits. Mais vous devez fournir le montant. Donc, il y a des aides, des évaluateurs professionnels qui aident à établir ces montants-là. Au niveau du contenu des inventaires, bien, on dit toujours dans un monde idéal de tenir des listes. Des fois, ça va vite, puis on saute une coupe de face à la liste. Mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que si on a une réclamation à faire, puis qu'on a quelque chose de haute valeur, bien, au moins pour ces éléments-là, ayez des factures, des preuves attachées quelque part, parce qu'il va devoir... La preuve devra être fournie que vous étiez propriétaire de ce bien-là. Le contenu en transport, tout dépendant des OBNL, bien, c'est des choses qui est souvent oublié parce que une fois qu'il est dans un camion puis qu'il se promène d'un bâtiment à l'autre, il n'est pas nécessairement assuré dans vos biens qui sont assurés au 1212 chemin boulevard principal, là. Fait que les biens en transport doivent être déclarés à l'assureur. Le contenu hors des lieux aussi. J'ai un entrepôt, on pense que j'ai mon 20 000 de contenu à mon adresse du boulevard principal, mais j'ai un petit entrepôt ailleurs. Ceux-là aussi, ils doivent être déclarés parce que si l'entrepôt prend feu, ben vos biens, vous pouvez aussi les perdre s'ils ne sont pas déclarés comme il faut. Le bris de machine, alors là, ça, c'est ce qui vient couvrir toutes nos protections de chauffe-eau, air climatisé, tout ce qui est machine pour faire fonctionner dans notre bâtiment. Contrairement à l'habitation, comme je disais tout à l'heure, nos chauffe-eau, on n'a pas besoin de les nommer. Ils demandent d'échanger, mais on n'a pas besoin de les nommer. Donc, le bris de machine. Les protections de l'eau, l'inondation, le tremblement de terre, c'est des choses communes que vous connaissez. Le crime, cette portion-là vient couvrir, je dirais, j'appelle ça le vol de petite caisse. Tu sais, on a beaucoup soit des employés ou des bénévoles qui sont responsables quand même d'argent. Donc, la portion crime vient couvrir ces détournements-là. On appelle ça le détournement d'argent. Vous m'en donnez 20, j'en mets 5 dans mes poches. Il y en a qui font ça sur un certain nombre d'années, puis finalement, ils se ramassent avec un beau petit montant d'argent.
Donc, la portion crime existe, c'est toujours dans l'assurance bien. Et notre dernier, la perte de revenus, l'interruption des affaires. Donc, en cas de dommages directs, cette portion-là va venir couvrir les pertes financières. L'argent, parce qu'il y a des fois, il y a peut-être des hypothèques qui continuent, qu'on doit continuer de payer, tout ça. Donc, des frais fixes. Fait que cette perte de revenus-là va venir combler ce manque-là. C'était pour notre partie bien. Puis la partie responsabilité civile. Donc, ça couvre rien en nous. Votre OBNL est pas couverte là-dedans. Ça couvre les dommages aux tiers. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, tout dommage matériel, destruction d'un bien d'autrui, des biens qu'on vous a prêtés, des biens que vous avez soin, garde et contrôle. Donc, tout ce qui est matériel, dont vous pourriez être responsable de rembourser si vous endommagez. Dommages corporels et moraux, donc c'est des intérêts compensatoires. De là, on dit souvent, s'il y a quelqu'un qui vient, qui glisse dans l'escalier, puis qui se fait une commotion, puis qu'il est obligé d'arrêter de travailler, puis qu'il nous demande 600 000 de dommages, bien, c'est dans cette partie-là que la responsabilité va venir couvrir. Les préjudices, souvent non volontaires, donc des pertes financières qu'on peut causer à une autre compagnie ou à un tiers, involontairement, bien sûr. Les frais médicaux et d'obsèques, en cas de blessure, maladie ou même mortalité qu'on pourrait causer à un tiers. Et la responsabilité locative, si on est locataire d'un local, donc oui, on peut causer un dommage matériel ou pécuniaire dans ce local-là. Donc, c'est une option qui doit être ajoutée. Ah ben, on est rendu à notre deuxième partie. Je vais revenir à cette partie-là. Est-ce qu'on aurait une période de questions? Est-ce qu'il y a des interrogations, des points auxquels vous aimeriez revenir au niveau des biens et de la responsabilité civile? Il y a une question dans le chat. C'est avec le télétravail, est-ce que les ordinateurs que les employés apportent à la maison sont assurés? C'est une excellente question. Si les ordinateurs appartiennent à l'OBNL, alors là, ils sont sous la propriété du propriétaire, mais ils ne sont pas sur les lieux du travail, ils ne sont pas sur les lieux de l'adresse, donc ils sont hors des lieux. Il faut qu'ils soient déclarés à votre assureur. Vous avez un montant de 5 000 d'ordinateurs prêtés à des bénévoles ou à des employés qui sont à l'extérieur des lieux, ils doivent être déclarés à l'assureur. Oui, Mme Odette. On a Odette, puis on a Melsan. Allez-y, Oui. Odette. Oui, bonjour. Nous, on est au BNL, que les locaux qu'on a, ça appartient à la municipalité. La municipalité nous dit qu'on est couvert au niveau des responsabilités civiles et au niveau des biens, parce qu'on leur a donné une liste de tous nos biens, mais c'est nos biens à nous. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que s'il arrive un problème quelconque, est-ce qu'on est couvert ou on doit... Parce qu'on n'a pas d'assurance au BNL présentement. On n'a aucune parce qu'on se fie à la municipalité comme quoi on est couvert. C'est toujours du cas par cas dans ces dossiers-là des municipalités. Il faut vraiment s'assurer qu'eux n'ont pas droit de poursuite contre votre OBNL. Donc, si par accident, vous causez dommage aux locaux, ils ne doivent pas vous poursuivre si vous faites partie de leur liste d'assurés dans leurs documents à eux. Fait que, tu sais, c'est vraiment à mettre un point sur les i, autant sur les biens que sur la responsabilité, parce que s'il y a quelqu'un qui vient chez vous au niveau en visite ou quoi que ce soit, puis qu'il vous accuse d'un mal entretien, ou que lui, cette personne-là se blesse, ben c'est pas la municipalité qui va avoir en premier lieu la mise en demeure, c'est l'OBNL. Alors, si eux vous confirment que vous êtes couvert autant en responsabilité qu'en bien, peut-être leur demander un certificat qui viendrait juste
apaiser, là, prouver que ils n'ont pas le droit de poursuite contre vous, puis que si vous avez une mise en demeure qui est reçue, qu'elle est sous la charge de la municipalité. Puis, ça serait peut-être même bien de vérifier si vous avez des assurances ou des assistances juridiques de disponibles. Beaucoup sont inclus dans les contrats d'assurance maintenant. Bien, de poser la question avec un avocat parce qu'il y a peut-être des sous-contrats, des sous-alinéas qui pourraient différencier d'une municipalité à l'autre, ou dans votre cas. Fait que c'est les conseils ou la réponse que je pourrais avoir. Mélissane? Oui, bonjour. Moi, je suis gestionnaire à la ville de Saguenay. Puis, je suis répondante là, de plusieurs organismes, principalement en loisirs culturels puis en culture. Puis, nous, à la ville, on exige une preuve. En fait, on exige que les organismes, les OBNL, aient une assurance responsabilité civile, puis aussi pour les bénévoles. Mais souvent, je me fais souvent poser la question, surtout par les petits organismes, mais pourquoi on a besoin d'une assurance? Puis là, je le sais que ce que vous avez nommé tantôt, mais quels arguments, tu sais, je pourrais vraiment leur dire là, concrètement, là, leur donner un exemple, par exemple, pour être capable de bien leur répondre. Nos BNL, c'est une compagnie, qu'elle soit, on le sait que ça ne fonctionne pas sur des millions, certaines peut-être, mais il y a beaucoup de bénévolat là-dedans aussi. Toute poursuite est bonne, autant au niveau personnel que commercial. Pour chaque OBNL, le minimum d'assurance à avoir, je dirais que c'est en responsabilité civile. Ce n'est pas très dispendieux parce que c'est relié avec un chiffre d'affaires, la responsabilité civile. Il pourrait, les gens sont libres de s'auto-assurer pour leur local, leur bien, c'est-à-dire. Mais la responsabilité civile, est-ce que l'OBNL est capable de donner, de subvenir à une poursuite de 20 000, 50 000, 100 000, 1 million? Est-ce qu'ils sont capables de s'auto-assurer là-dessus et perdre du temps à aller en cours et s'auto-défendre aussi, tu sais? Mais que tout le monde n'est pas à l'abri d'une mise en demeure, là. Puis surtout ces temps-ci où tout le monde a faim et cherche à aller chercher de l'argent un peu partout, c'est des choses qui sont très, très, très communes. Et que, tu sais, ça serait peut-être de le ramener, de reposer la question, est-ce que vous vous sentez capable d'avoir une auto-assurance au niveau des responsabilités que vous avez, tu sais, pécuniaires et bien, si jamais vous causez dommage à une personne ou à du matériel? Je ne sais pas si ça pourrait être. Oui, c'est une bonne réponse. Puis, je voulais savoir, disons là, qu'il y a un organisme qui est poursuivi là, parce que, je ne sais pas, moi, quelqu'un s'est cassé la jambe parce qu'il avait oublié de bien entretenir. Je dis n'importe quoi. Est-ce que l'assurance responsabilité civile, ça couvre, disons là ils vont en cours, ils sont représentés par des avocats, puis ils sont reconnus coupables. Est-ce que l'assurance responsabilité civile va payer, disons que ça leur coûte 500 000 s'ils sont coupables ou c'est pas couvert? Je ne peux pas m'avancer Ouais. sur couvert ou pas couvert parce qu'on va revenir à la question du départ. Ça prend un dommage, ça prend une faute, ça prend un lien de causalité pour que la réclamation soit ouverte. Ouais. Puis après ça, ils vont évaluer est-ce que c'est un acte volontaire, est-ce qu'il y a du criminel, parce qu'il y a beaucoup d'exclusions quand même en responsabilité civile. Puis ça doit être du civil. Ça ne doit pas être, parce qu'il y a d'autres portions de responsabilité, là, tout ce qui est erreur et omission de produits qui sont faits, des conceptions, administrateurs et dirigeants, Jean-Nicolas va nous en parler, Okay. l'autre portion de la responsabilité qui vient de décisions du conseil d'administration. Il faut vraiment que ce soit sous le nom de l'OBNL, sous la responsabilité générale de l'OBNL pour que la poursuite soit en civil.
Puis, on paye le dommage. Ah, OK. Mais, OK, on paye le dommage, on paye si c'est couvert, ça va être le dommage, mais il y a une autre portion qui est l'assurance juridique qui, elle, Ouais. coupable, non coupable, elle va venir défrayer des frais de juridiques, D'avocat. de défense. C'est ça, exactement. Mais si, disons, OK, vous êtes reconnu coupable, ça vous coûte 50 000 la peine, là. Est-ce que l'assurance va payer ça? Ben, la prise en charge va être faite. OK. Oui, c'est ça. La prise en charge OK. va être faite à ce moment-là. OK. C'est bon. Merci. De rien. On aurait une dernière question. Claudia vient de passer à Jean-Nicolas. Oui. Jean Merlin-Fournier. Oui, je me rends compte. Moi, ça fait pas longtemps que je suis en poste comme gestionnaire dans mon organisme. Puis, j'ai jamais vu, pour vous dire la vérité, j'ai jamais vu passer de facture en ce qui a trait à notre mobilier ou tout ce qui est matériel dans le bureau, ces choses-là. Là, je me demande un peu c'est quoi notre situation. S'il y a un incendie ou quelque chose comme ça, c'est peut-être un petit peu problématique. Ça serait quoi la façon de gérer la situation de façon optimale? Faire peut-être une analyse de votre copie de police actuelle avec un courtier, valider, bien comprendre les protections que vous avez en ce moment, qui est l'assurance biens et responsabilité civile. Peut-être qu'il n'y en a pas, là. Peut-être qu'il y a juste une partie en responsabilité civile, peut-être qu'il n'y a absolument rien en bien, des choses qui ont été décidées dans le passé, puis le renouvellement s'est fait automatiquement, puis il n'y a eu aucune modification. On a une assurance bien, puis on a une assurance responsabilité civile, ça, je le sais. Tu sais. Mais comme je vous dis, je n'ai pas vu d'inventaire à nulle part de ce qu'on a, puis des factures qui iraient avec. Là. Fait que c'est quoi, est-ce qu'il faudrait que je refasse cet inventaire-là, puis que je prenne des photos, mettons, de ce qu'il y a dans le bureau, quelque chose comme ça, pour compenser? Non, il n'y a pas d'obligation à ça. Mais par contre, c'est toujours bien de lister. On a 5 ordinateurs au bureau, on a à peu près pour 50 000 de mobilier. On a une location d'une photocopieuse parce que ce qui est en location de ces types de matériel-là, il faut donner des certificats souvent à ces créanciers-là. Donc, d'avoir une liste globale. S'il y a quelque chose d'autre valeur, vous avez investi dans un tableau, une œuvre d'art pour un don de charité, mais cette toile-là ou cet article-là, il est particulier, il y a une valeur dessus. Donc, c'est sûr que dans tous les contrats, il y a des limitations. On va vous donner 3 000, mais finalement, il en valait 20. Fait que là, il y a une perte, mais ça fait partie du contrat en bien. Il y a des limitations sur certains biens. Fait que, tu sais, faites une évaluation, réévaluez le montant de vos biens, combien ça peut coûter à neuf parce que l'assureur, il va pas dans un marché aux puces pour rééquiper en cas de perte totale. Tu sais, il va dans un magasin rabais pour rabais, puis il investit. Fait qu'il y ait une valeur juste et à jour des montants assurables de vos biens. Puis, évaluez s'il y en a aussi hors des lieux, donc chez les gens, chez vos employés ou bénévoles. Si mes employés à l'occasion font du télétravail, mais que c'est pas régulier, puis qu'ils partent avec un ordinateur, est-ce qu'il faut quand même que je le déclare, même si c'est quelque chose de vraiment occasionnel? C'est une bonne question. Tu sais, vous pouvez en glisser un mot avec votre représentant, votre courtier, mais tu sais, le bien est rattaché au bureau principal, donc tu sais, c'est un soir, ça s'explique bien en cas de réclamation. L'employé s'est fait voler son véhicule, le portable du travail était là parce que ce soir-là, il y avait l'intention d'y travailler avec puis de le ramener le lendemain. Tu sais, c'est pas... Merci beaucoup. De rien. Si on va poursuivre. Monsieur Doucet, ça vous dérange pas, on va attendre un petit peu plus à la fin parce qu'on a 3 autres segments à présenter. On va manquer de temps, donc je vais laisser Jean-Nicolas présenter, puis on va garder votre question pour la fin. Parfait. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'assurance des administrateurs et dirigeants. C'est vraiment une protection qui est essentielle pour un organisme sans but lucratif. En fait, c'est une protection qui est essentielle pour tout type d'entreprise, société, mais dans le cas d'un organisme sans but lucratif, la structure fait en sorte que c'est particulièrement important d'avoir ce type d'assurance. Donc, tout d'abord, il faut comprendre pourquoi on a besoin de cette assurance-là.
un petit retour rapide sur quelles sont certaines des obligations et devoirs des administrateurs. Bon, ben, tout d'abord, les administrateurs, c'est-à-dire, sont responsables de la saine gestion de la société. Donc, que ce soit à l'égard d'implanter des politiques ou procédures, la gestion des fonds, la gestion des employés. Et ensuite de ça, les administrateurs se doivent également de respecter l'ensemble des lois, que ce soit les lois fédérales, provinciales ou internationales. Ensuite de ça, en tant qu'administrateur, on a une obligation d'honnêteté, une obligation de loyauté et un devoir de fiduciaire. Donc, lorsqu'on parle d'un devoir de fiduciaire, on parle du fait de ne pas se mettre dans une situation de conflit d'intérêts et vraiment de mettre les intérêts de l'organisme avant ses propres intérêts personnels. Finalement, le fait de ne pas se mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Ensuite de ça, c'est les devoirs et obligations généraux, mais il faut comprendre qu'il y a certains devoirs qu'on appelle les devoirs statutaires pour lesquels on a des responsabilités personnelles. Donc, par exemple, les lois font en sorte que l'administrateur ne peut pas se cacher et se déresponsabiliser des décisions qu'il va prendre dans le cadre de la gestion de l'organisme pour certaines choses. Donc, notamment les impôts et les taxes qui ne seraient pas payés. Par exemple, un des exemples qui peut arriver malheureusement, c'est si un organisme fait faillite, bien, vous comprendrez que dans cette circonstance-là, s'il y a des salaires et des impôts qui ne sont pas payés, si on n'a plus d'argent pour les opérations régulières, on n'aura pas plus d'argent pour finalement payer ces éléments-là. Donc, d'où l'utilité, entre autres, d'une police d'assurance. Qui couvre cette police d'assurance-là? Ça couvre, oui, les membres du conseil d'administration, mais ça couvre également, dans la plupart des contrats, les bénévoles, les employés également, et les membres de la haute direction, s'il y a lieu. Faut comprendre, ceci étant dit, qu'ils sont couverts dans l'optique où ils agissent dans leur rôle de gestion de la société, parce que c'est vraiment ça le but de la police d'assurance. Sinon, qui peut poursuivre les administrateurs? Ben, en réalité, n'importe qui se sent lésé peut poursuivre. Donc, notamment le gouvernement, par exemple, s'il y a des retenues à la source qui ne sont pas payées, peut également avoir un employé qui allègue finalement qu'il y a eu du harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel. Ça peut être un fournisseur qui allègue que l'organisme était de mauvaise foi, ou dans le cas d'un organisme aussi, ça peut être un membre qui allègue que la mission de l'organisme n'a pas été menée à bien, par exemple, pour une raison ou pour une autre. Donc, puis un point qui est super important, c'est que pour déclencher une police d'administrateurs et dirigeants, on n'a pas besoin d'avoir une preuve. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une perception d'un individu peut déclencher la police parce que c'est une allégation, qu'elle soit fondée ou non. Donc, pas besoin que ça soit vraiment quelque chose. Fait que même si on fait de la gestion de risque, puis on prend des décisions qui sont éclairées, puis on prend toutes les précautions qui sont nécessaires, on n'est pas à l'abri du fait qu'un individu ait l'impression d'avoir été lésé. Sinon, un des exemples les plus fréquents de réclamation pour un organisme, j'en ai déjà un peu parlé, c'est ce qu'on appelle dans la section du contrat pratique d'emploi. Donc, pratique d'emploi, c'est tout ce qui est congédiement injustifié, harcèlement psychologique. Par exemple, nommer quelqu'un, promouvoir quelqu'un à défaut d'un autre, puis finalement, un employé se sent lésé dans cette situation-là. Ça peut être également une situation qui pourrait être couverte dans les pratiques d'emploi de votre police d'assurance, si vous en avez une. Sinon, deux derniers éléments. Pourquoi faire affaire avec un courtier spécialisé? Ben, en réalité, ce produit d'assurance-là, c'est un produit d'assurance qui est complexe et qui n'est pas toujours bien connu des courtiers. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'interne, moi, je suis un courtier qui se spécialise, entre autres, dans ce produit-là. Puis il y a beaucoup de courtiers à l'interne, pour ne pas dire tous les courtiers,
lorsqu'il y a une assurance des administrateurs et dirigeants qui doivent être mis en place, passe par notre département qui est spécialisé dans ce type de produit d'assurance. Donc, ce qui peut faire la différence, c'est la connaissance du marché d'assurance. Bon, où placer ma police d'assurance? Limiter l'ajout d'exclusions non standards. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles l'assureur va pouvoir rajouter des exclusions qui ne sont pas parce que, bon, il y aura toujours des exclusions dans un contrat d'assurance, mais il y a certaines exclusions qu'on pourrait juger déraisonnables. Ben, dans ce cas-là, puisque je connais les exclusions standards, je suis à même de savoir si elles devraient être là ou si ce n'est pas le cas, puis potentiellement pouvoir négocier d'enlever cette exclusion-là. Meilleur soutien dans le cas de réclamation. Ben, forcément, en faisant pratiquement juste de ce produit d'assurance-là, il arrive malheureusement des situations où il y a des réclamations, puis on est mieux équipé pour savoir finalement ça va être quoi le processus puis comment ça va se dérouler. Et puis, c'est pas mal ça. Et puis, finalement, pourquoi avoir une assurance des administrateurs et dirigeants? Ben, tout d'abord, c'est une police qui va être là pour couvrir les frais de défense. Donc, si on reçoit une mise en demeure par rapport à la gestion de la société. Ensuite, ça va nous donner accès à des avocats qui sont spécialisés dans la matière. Ça permet de donner une couche de protection aux administrateurs pour ne pas mettre en jeu leurs propres actifs personnels. Puisque quand on parlait tout à l'heure de devoir statutaire, bien, en réalité, c'est une poursuite. Si l'organisme n'est pas en même d'indemniser les gens, ce sont les administrateurs qui vont devoir payer de leur poche. Donc, payer de leurs actifs personnels. Pourraient liquider, dans un cas extrême, avoir à vendre certains de leurs actifs pour payer leurs frais de défense ou l'indemnité qui devrait être versée aux tiers se sentant lésés. Puis être indemnisé lorsque l'entreprise n'est plus solvable. Si l'organisme fait faillite, il ne pourra pas prendre, il n'y a pas d'argent pour se défendre, puis il n'y a pas d'argent pour indemniser. La police d'assurance va être là pour couvrir les administrateurs. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, il y a Odette qui a une question. Un petit peu étonnante, mais c'est parce que j'ai... ça fait 3 ans que je suis dans l'organisme, mais il y a beaucoup de choses qui se font par la municipalité, puis que nous, on n'a pas de contrôle. Fait que des contrats de ce style-là, on nous dit qu'on est, parce que moi, je suis trésorière, qu'on est couvert par la municipalité, mais jusqu'à quel point? Est-ce que le conseil que vous me donnez comme au BNL, ce serait d'avoir une assurance administrateur propre à nous à ce moment-là? Oui, bien, effectivement, honnêtement, ça, c'est sûr qu'il y a une vérification de votre côté à faire parce que j'ai de la misère à comprendre pourquoi ce serait la ville qui assumerait cette responsabilité-là. Parce que, dans le fond, quand on a une police d'assurance des administrateurs et dirigeants, nous, dans le fond, dans le processus là, pour obtenir là, la soumission, on demande la liste des administrateurs. Puis, c'est entre autres là-dessus qu'on se base les assureurs se basent pour évaluer le risque, etc. Si la ville a un contrat d'assurance des administrateurs et dirigeants, faut être mentionné. Tu sais, dans certains cas, bon, ça peut arriver, mettons qu'il y a une entreprise qui a différentes filiales, bien, si on entre dans certaines définitions, bon, par le biais de l'entreprise mère, on peut être couvert. Même chose, admettons qu'il y a une entreprise sans lucratif qui pourrait être opérée comme ça, mais j'ai de la misère à comprendre comment la ville pourrait vous défendre, à moins qu'il y ait comme une entente de prendre votre défense. Mais c'est sûr que c'est à vérifier parce que vite comme ça, j'aurais de la misère à concevoir qu'eux, ils ont une police d'assurance. Peut-être qu'eux se portent garant de vous défendre. Vérifier ça. C'est sûr que le fait qu'on est un OBNL, puis bon, à 100%, c'est bénévole. Tout le monde, on n'a aucun employé.
Moi, je pense qu'ils considèrent que nous sommes un organisme, qu'on n'a pas nécessairement les fonds pour souscrire à ça. Mais sauf que moi, j'ai pas le goût de perdre mon argent parce que je sais que en étant trésorière, c'est moi qui fais comme un peu la gestion. Fait que ça, je suis rassurée, mais on ne sait jamais. Comme vous dites, là, on est à des années de poursuite. Donc, je vais vérifier correctement. Oui. Si je peux me permettre, en tant que moi, je suis la ville de Saguenay, là, je ne sais pas s'il y a d'autres villes aussi, mais nous, c'est sûr qu'on demande absolument, c'est une exigence que toutes les OBNL, même les petits OBNL qui n'ont aucun employé, soient couverts parce que la ville ne couvre pas responsabilité civile pour les organismes. Ça me surprend que la ville le fasse. Vous devriez vraiment vérifier. Oui, surtout que, ben, tu sais, c'est sûr, c'est parce que je sais, là, la réalité d'un organisme, c'est j'en vois passer. C'est que j'allais dire, c'est pas très dispendieux, mais je sais que tout peut être dispendieux, mais pour vous donner un ordre d'idée, là, une assurance administrateur dirigeant, ça peut sembler pour un organisme sans lucratif à 700 ou 1000 $ par année. Mais en même temps, c'est un peu l'argument que Claudia utilisait plus tôt. Tu sais, oui, ça peut sembler cher, mais avoir une mise en demeure puis devoir se défendre, c'est un avocat, qui en a, ça coûte un certain prix. Puis en plus, dans cette situation-là qui nous intéresse, ben, il y a la responsabilité personnelle. Fait que c'est ça l'affaire. Tu sais, on peut pas se cacher puis dire non, ben, je suis pas responsable. Fait que dans le cas où ce que ça va pas bien, ben, si on a une poursuite à 100 000, je sais pas vous, mais c'est difficile de trouver peut-être les fonds pour se défendre puis payer l'indemnité. Puis là, le problème, c'est que c'est l'administrateur qui va devoir assumer ça. Donc, non, ça, je pense que c'est essentiel. Puis, honnêtement, pour ce que je vois, les organismes sans lucratif, à date, j'ai pas vu de situation où je me dis, cet organisme-là, il n'y avait pas besoin de cette protection-là. Parce que justement, il n'y a pas, vu que la structure, c'est pratiquement juste des fois un conseil d'administration, ben, c'est probablement eux qui vont recevoir la poursuite, les administrateurs. C'est ça la réalité. On a une dernière question, Jean-Nicolas, avant de poursuivre avec l'assurance cyber. Est-ce que l'assurance dirigeant se fie est-ce que l'assurance dirigeant se fie au registre des entreprises pour la liste des dirigeants couverts ou nous devons fournir une liste à jour à chaque mise à jour? Bonne question. En fait, effectivement, les assureurs vont regarder au registre des entreprises du Québec. Ceci étant dit, normalement, on fait des mises à jour quand même fréquentes pour ce produit d'assurance-là. Peut-être un peu moins en BNL, là. Des fois, il y a des polices multi-années. Mais dans tous les cas, si on se fie au contrat, le contrat, on ne va pas mentionner individuellement les administrateurs. Il y a une définition d'administrateur, puis automatiquement, on va être couvert. C'est sûr que, bon, c'est une bonne pratique de faire des mises à jour puis de le mentionner lorsqu'on a l'occasion de le faire. Mais soyez rassurés, si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne faites pas, il y a un administrateur en cours de termes d'assurance qui est ajouté, il est couvert selon la police d'assurance. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Est-ce qu'on est prêt à passer à l'assurance cyber? Est-ce que c'était terminé de ton côté, Jean-Nicolas? Oui, absolument. C'est complet. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Merci Jean-Nicolas, j'aime beaucoup écouter Jean-Nicolas parce que c'est une portion d'assurance que je connais moins. Mais là, je vais parler de quelque chose que je connais un peu plus, l'assurance cyber. Pour commencer, c'est quoi l'assurance cyber? On se pose souvent la question, on entend parler, il y a beaucoup de publicité, puis on voit souvent des événements dans les journaux ou à la télé. Puis considérant la violation des données que contient toutes les organisations au Canada, vous en conservez si vous avez un système informatique ou si vous transigez avec des gens par courriel ou avec votre téléphone même. La cyberassurance, ça vient faire je vais vous expliquer le lien avec la loi 25 après, si vous voulez. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Et les répercussions, il y a toujours des répercussions financières qui sont liées
à ce risque-là qui peuvent dépasser les idées préconçues. Qui a besoin d'assurance? Cyberassurance? Ben, toutes les entreprises, soit qui hébergent, qui transigent ou qui stockent des informations sensibles. Dans votre cas, à vous, les OBNL, vous êtes un petit peu plus petits, vous n'avez peut-être pas des serveurs dans vos bureaux, vous n'avez peut-être pas des unités de stockage, mais un simple ordinateur de bureau est une unité de stockage. Il faut avoir des informations sur vos membres, vos employés, si vous avez des employés, parce que ce n'est pas tous les OBNL qui en ont, les dirigeants. Déjà, ça, c'est de l'information personnelle ou identifiable sur les gens. Donc, tout le monde ou à peu près en a, même les individus. Si on part de cette idée-là, c'est qu'il faut maintenant sensibiliser les gens à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec nos informations? Il y a beaucoup de petites entreprises, puis j'inclus les OBNL dans ça, qui croient qu'ils ne sont pas en danger, ils sont trop petits. Malheureusement, les cybercriminels se font un plaisir d'attaquer à plusieurs endroits, puis souvent, les plus petits sont plus faciles à atteindre, donc ils ont moins de systèmes de protection, moins de bonnes habitudes pour se faire euh, soit de l'hameçonnage, des malwares, des attaques par déni de service. Ça, c'est quand vous recevez un courriel et attendez un petit peu, j'ai un blanc de mémoire, ça m'arrive à moi aussi. Une attaque par déni de service, vous avez un courriel. Vous avez. Hey, ça se peut-tu? Ça m'arrive un matin là, pendant la présentation. Sérieux, Merci, je peux t'aider? Vas-y, Jannick. Un attaque par déni de service, en fait, c'est que c'est comme si tu avais une boîte aux lettres puis que tu envoyais 100 000 lettres en même temps. Fait que là, finalement, les serveurs ne sont pas en mesure de gérer tout cet afflux d'informations-là en simultané. Puis finalement, ben, ça crée un shutdown du système qui n'est pas en mesure de traiter toutes ces demandes-là. Donc, par un entrée quelconque, il y a eu une attaque par déni de service chez une entreprise qui a bloqué toute cette entreprise-là. Et là, cette entreprise-là vous poursuit parce que c'est passé à travers vos systèmes pour se rendre jusque-là. Ça peut arriver. Merci Jean-Nicolas de m'avoir remis sur la bonne piste. Les fraudes par ingénierie sociale, c'est la fraude la plus commune et la plus connue. C'est celle où on reçoit une publicité ou un courriel X, puis on répond à ce courriel-là. Et là, ils ont moyen d'avoir une porte d'entrée parce qu'on vient de leur répondre et leur donner une façon d'entrer chez nous. Le vol d'identité en fait partie aussi. Les meilleures façons de travailler par rapport à tout ça, c'est de se prémunir et de faire attention parce que on n'a qu'une seule façon de se prémunir. Hey, je ne l'ai pas ce matin, excusez-moi tout le monde, je n'ai pas une bonne journée pour moi. Jean-Nicolas, est-ce que tu peux prendre un petit relais pendant 5 minutes? Oui, c'est parce que dans le fond, pour mettre en contexte, moi et Carl, on fait partie de la même équipe, en fait. C'est un département, c'est ça qu'on traite différents produits d'assurance spécialisée. Donc, c'est pour ça que j'en connais quand même un petit peu. Donc, bon, ben, si on reprend, ben, écoutez, la cyberassurance, l'important, c'est de savoir qu'effectivement, nul n'est épargné par ça. Tout le monde a des données personnelles, puis tout le monde doit être protégé. Puis, en fait, il y a certains événements qui sont déroulés qui ont prouvé qu'effectivement, comme Carl disait, il n'y a pas de grosseur d'organisme qui est à l'abri de ce type d'attaque-là. En fait, en réalité, il y a même des exemples dans lesquels d'énormes réclamations sont issues du fait que les gens qui font des cyberattaques passent par les plus petits organismes, puis finalement remontent vers les plus gros. Parce que, bon, des fois, il peut y avoir des liens. Lorsqu'on parlait d'ingénierie sociale, en fait, l'exemple typique d'ingénierie sociale, c'est la fraude du président. La fraude du président, c'est l'utilisation, admettons, du courriel d'un employé, soit celui du président. Puis finalement, il entre en contact avec la personne, par exemple, le contrôleur financier, puis dit « Écoute, je suis sur le bord de signer un contrat ou de fournisseur ou quoi que ce soit, puis il me faut immédiatement 50 000 $. Transfère-moi ça. » Ben, ça, c'est une fraude par ingénierie sociale qui peut être couverte
sur le contrat d'assurance cyber. Parce que dans le fond, il y a 3 grandes catégories de couverture sur une assurance cyber. Il y a ce qu'on appelle le first party, le third party, puis le cybercrime. Fait que le cybercrime, ça, c'est tout ce qui est les attaques, l'ingénierie sociale et tout ça. Il y a aussi la responsabilité, un petit peu la responsabilité civile finalement par rapport aux données des tiers. Bon, ben là, on se fait dérober des données. Donc, à ce moment-là, en vertu de la loi 25, on est responsable de ces données-là. Donc, on doit notifier nos clients. Ben, ça, c'est toutes des choses qui vont être couvertes sur l'assurance cyber. Donc, les frais de notification, ça peut être cher. Si j'ai 1000 individus qui se font dérober des données, que je dois envoyer des lettres systématiquement à tous ces individus-là, ben ça peut être 2-3 $ fois 1000. Vous comprendrez que c'est très dispendieux. Ça, c'est le genre de truc qui peut être couvert sur la cyberassurance. Puis après ça, le first party, ça, c'est notre propre infrastructure informatique. J'ai un organisme, je me fais pirater, j'ai plus accès à mes systèmes informatiques. Ben là, moi, je peux plus opérer, j'ai plus de revenus. Mais ça peut couvrir la perte de revenus dans ce genre d'incident-là. Donc, tout ça, ce sont des situations pour lesquelles l'assurance cyber est utile et peut nous protéger. On a Oui. une question de Valérie. Valérie Savard. Oui, oui, bonjour. Je suis désolée, je peux pas ouvrir ma caméra. Mais donc, je me demandais, vous venez de parler de responsabilité civile si jamais, bon, on se fait voler des informations sur des employés et tout ça. Mais est-ce que ce genre de poursuite-là pourrait pas rentrer dans le cadre de la responsabilité civile en général? Est-ce que ça veut dire que maintenant, il y a des exclusions sur les contrats qui fait que tout ce qui est cyber n'est pas assurable autrement? Exact. Puis d'ailleurs, permettez-moi de faire un lien aussi avec l'administrateur dirigeant. Dans le fond, un des devoirs statutaires, c'est les renseignements personnels. Mais dans les contrats d'assurance, justement, il y a des poursuites dans lesquelles les gens essaient de passer par le contrat d'assurance administrateur et dirigeant pour dire, ben là, c'est le devoir de l'administrateur et tout ça. Ben, il faut faire attention à ça parce qu'il y a effectivement des exclusions. Même chose pour responsabilité civile. Dans le fond, les assureurs, ça c'est vrai pour la plupart des produits d'assurance, c'est que c'est un peu un message qui envoie et disent, ben, écoutez, ce type de risque-là, là, c'est pas l'intention de la police, puis c'est pas là-dessus que ça va être couvert. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité civile cyber. Fait que c'est dans ce contexte-là. Fait que ça va être vraiment sur une police cyber que ça va être couvert et non pas sur tout autre produit d'assurance connexe. Merci. De revenir et je vais vous aider pour les questions. On a une question d'Isabelle Bernard, puis après, je pense qu'on pourra passer à la portion assurance collective sélective. Question, avez-vous un ordre d'idée de grandeur plutôt par rapport aux frais que ça coûte? Combien ça coûte une assurance comme ça? J'imagine que tu ne peux pas me dire que ça coûte 100$, mais je veux dire, parce que là, je dois faire mon budget et je sais que j'ai à prendre une assurance l'année prochaine. J'avais déjà commencé les démarches. Moi, ce que je peux dire, c'est que je trouve que les assureurs posent des questions très, très complexes. J'ai même pas été capable de finir ma soumission encore parce que je suis pas capable de répondre aux questions qu'ils me posent sur la couverture. Fait que là, moi, ma question, c'est, tu sais, c'est-tu 1000$? C'est-tu 5000$? Et ça va-tu avec la grandeur de l'OBNL? Ça va avec la grandeur de l'OBNL et comment l'assureur va évaluer le risque que vous représentez. Donc, une prime moyenne en cyber, c'est autour de 1000$ pour une petite entreprise. Si vous avez des questions pour remplir vos formulaires, chez Lucie, nous, on est toujours des courtiers prêts à vous aider. On est là beaucoup. Chez Lucie, le mantra qu'on a quand on parle à nos clients, c'est un mandat de conseiller et d'accompagnement pour vous aider à mieux comprendre cette bébite un peu bizarre qu'est l'assurance, là, parce que l'assurance, c'est pour tout le monde qui se connaît beaucoup, surtout dans les cas des petites entreprises ou des OBNL. Donc, nous, on va vous aider si vous avez des besoins d'aide pour répondre à vos questionnaires. Je vais vous appeler.
On vous Merci. répond. Je vais juste vérifier avec l'équipe. On a une autre question. Est-ce il nous reste 7 minutes? Est-ce qu'on va être correct on va déborder un petit peu là, pour l'assurance sélective collective, mais dis-moi, Claudia, est-ce qu'on a le temps de la prendre? Oui, allez-y. OK. Vous pouvez poser votre question. Oui, je voulais savoir, est-ce que l'assurance, la cyberassurance, qui couvre évidemment tous les équipements ou informatiques ou information, est-ce que les ordinateurs personnels qui sont utilisés par les employés ou même les bénévoles sont couverts aussi? Les ordinateurs personnels utilisés pour le travail, c'est Dont un la cas pointu. possession est à la personne et non pas à l'entreprise. C'est ça. C'est l'ordinateur personnel. Là, ça va être dans la définition de ce qui est un assuré dans le contrat d'assurance. Et en général, ce n'est pas assuré à la base. OK. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'on est prêt à passer à l'assurance collective sélective? Exact. Alors, je ne sais pas si Arnaud est... Oui, bonjour, oui, je suis présent. Bon matin, Arnaud. Oui, bon matin à tous. Vous allez m'excuser. En fait, on m'a demandé de venir remplacer ce matin la présentation. Donc, je dois vous avouer, je ne connais pas la présentation en tant que telle. C'est la toute première fois que je la vois, mais je vais être ici pour vous aider un peu puis discuter. Moi, de mon côté, directeur de compte en assurance collective traditionnelle, comme vous voyez ici en haut sur cette diapositive. Donc, je connais un peu moins l'assurance collective sélective, mais je suis quand même prêt à vous en parler un peu parce que j'ai pu un peu nager dans les eaux là, avec certains dossiers. Dans le but d'essayer de répondre à vos questions aussi. Donc, je vais peut-être des fois un peu lire la diapositive juste pour être sûr que je manque rien ici. Donc, on parle de différence un peu de ce qui est traditionnel versus collectif sélectif, que vous avez peut-être pas entendu parler de façon fréquente, le collectif sélectif. Au niveau du traditionnel, bon, ben, le but, en fait, on parlait tantôt de rétention des employés, de l'attraction. C'est un enjeu pour toutes les organisations et j'en suis certain aussi pour les OBNL. Donc, ben, pourquoi une assurance collective de type, disons, traditionnel? C'est dans le but aussi c'est une valeur monétaire qu'on met sur la tête d'un employé, évidemment, mais c'est dans le but de lui offrir une protection dans tout ce qui est, on va dire, catastrophique, qui est des fois moins recherché à la base, mais l'assurance vie, l'assurance invalidité, c'est clairement, le côté catastrophique de la chose. C'est là où on veut vraiment s'assurer de protéger nos gens, protéger nos ressources. Dans leur vie, mais à ça inclut aussi les assurances médicaments, les assurances dentaires et toutes sortes aussi d'assurances un peu moins fréquentes ou facultatives que vous avez pu déjà voir. Donc, pour offrir un contrat en fait d'assurance collective traditionnelle avec un assureur, on a notre masse d'employés admissibles qu'on veut souscrire et c'est important de spécifier que cette masse-là devient un peu, en fait, une masse obligatoire. L'inscription est obligatoire au niveau contractuel de tous les employés qui seront admissibles à celle-ci. On va exclure des fois des gens qui travaillent moins de 20 heures semaine, 14 heures semaine, ce type d'éléments-là. Mais on vient vraiment chercher une masse complète qui doivent souscrire à l'assurance collective pour établir ce contrat-là. À celle-ci, on est obligé au Québec d'avoir de l'assurance médicaments, puisqu'avec l'assurance collective privée, là, la traditionnelle, on vient dans le fond, remplacer le produit d'assurance médicaments de l'ARAMQ. C'est ce qui se fait au Québec. Et on doit venir offrir l'assurance vie aussi associée à ça à prime abord. Ensuite viennent d'autres garanties, comme vous le voyez, invalidité, maladie complémentaire. Donc, on peut penser à plusieurs choses, les soins paramédicaux, les soins dentaires, la maladie grave qu'on voit ici qui vient des fois de façon facultative, etc. Donc, ça, c'est notre en fait, c'est ce que je fais au jour le jour avec mes clients. Donc, c'est les entreprises qui veulent vraiment aller de l'avant et financer oui, puis là, excusez, j'ai une question, donc j'ai été déconcentré. Je vais y revenir. Donc, c'est ce que les entreprises veulent mettre en place pour leurs employés afin vraiment de venir couvrir la masse et venir faire une certaine attraction et rétention par rapport à ce qui se fait dans le marché et les compétiteurs.
Je vais prendre le temps de regarder la question, si jamais on parle plus du traditionnel. Ton salaire de ton obligatoirement vers une assurance collective? Non, en fait, l'assurance collective n'est pas obligatoire en tant que telle. C'est si on ressent un besoin d'y aller, puis d'offrir une assurance collective, c'est à ce moment-là que vient la composante de souscription de tous les employés de façon obligatoire au niveau assurance médicaments, entre autres. Donc, ça passe généralement aussi par l'assurance maladie complètement et l'assurance vie. L'assurance invalidité va toujours être obligatoire aussi si on en met en place là, auprès des assureurs. Puis, juste un peu détailler le côté obligatoire, c'est vraiment une loi au niveau de on va l'appeler la RAMQ pour le simplifier. Là, il y a une loi qui indique que si on met en place une assurance collective, donc tous les employés doivent souscrire à cette assurance collective-là qui offre la composante médicaments. Donc, se désinscrire de la RAMQ, ça va plus loin que juste l'employé, c'est aussi toute leur famille, donc conjoint, conjointe et les personnes à charge, s'ils n'ont pas accès à une autre assurance collective privée ailleurs, mais qu'ils ont accès par votre employé, ils doivent donc tous se joindre sous un statut familial, par exemple, ou couple monoparental. Donc, c'est une particularité de l'assurance collective traditionnelle. Puis la différence, en fait, au niveau de l'assurance collective sélective, on parle de régime à la carte qui est offert aux employés de votre choix. Donc, vous, en tant que dirigeant ou gestionnaire, administrateur, nos BNL, on développe aussi, puis il y a une possibilité d'aller vers l'assurance collective sélective au choix. Donc, on vient plutôt ici cerner, créer une flexibilité, puis cerner les employés peut-être qu'on voudrait leur offrir un avantage au niveau des avantages sociaux, donc de l'assurance, mais de façon très sélective. Donc, ce n'est pas obligatoire à tous, mais bien aux employés qu'on voudrait venir cerner, on peut leur offrir quelque chose qui est sur base plutôt individuelle que collective. Donc, on vient on vient s'affilier en fait avec des produits individuels pour les employés qu'on vient cerner en tant qu'OBNL, en tant qu'administrateur. Donc, de là, ensuite, vient aussi même je veux dire, du pick and choose, donc la flexibilité de choisir ce qu'on veut offrir à nos employés côté collectif-sélectif. Donc, leur permettre d'aller vers de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance maladie grave, etc. On vient joindre en fait les morceaux qu'on détermine en tant qu'employeur, en tant qu'administrateur pour les employés. Et après ça, il met aussi un certain partage de coûts. Donc, il y a une décision à prendre au niveau du partage de coûts avec l'employé, puisque l'employeur pourrait prendre une certaine part, comme, je ne l'ai pas mentionné, mais comme se fait normalement pour l'assurance collective traditionnelle. Donc, il y a des choix à faire, mais on vient en fait vraiment créer une flexibilité parce qu'il arrive dans certains cas, et dont les OBNL dont je ne suis pas très familier, là, veuillez m'excuser, mais il existe le côté intéressant de, par exemple, on a 3 employés qui travaillent avec nous. Il y en a peut-être un qu'on a des demandes constantes, puis en fait, il y en a peut-être un qu'on a littéralement signé un contrat d'embauche en lui disant oui, on va t'offrir quelque chose. Ben, c'est à ce moment-ci qu'il pourrait venir intéressant cette composante-là du collectif sélectif, de lui dire bon ben moi je vais choisir cet employé-là là, pour lequel je me suis entendu avec lui, de lui offrir ça dans son contrat au niveau individuel. Donc c'est sûr qu'il vient une demande d'assurabilité là, passer à travers certains critères, puisque ce n'est pas du collectif traditionnel. Donc, c'est comme si on allait voir un assureur individuel en lui demandant, bon, je voudrais être protégé pour mon assurance vie, mon assurance invalidité. Mais là, on vient le faire dans un package où est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un assureur qui est bien positionné, qui est dominant, les meilleures offres financières, puis avec la force des groupes aussi, du collectif sélectif, on vient améliorer potentiellement aussi le coût, donc réduire en fait les coûts dans tout ça. Excusez, je vais juste relire encore un petit peu ce qui est écrit ici. On a une nouvelle slide, donc on parle de l'assurance collective traditionnelle régie par un cadre plus rigide, oui, totalement, avec les minimums d'employés, en effet, tout le monde doit y adhérer, comme je mentionnais. Pas possible d'inclure des employés de temps partiel, saisonniers, c'est plus ou moins vrai, là. Il y a certains contrats qui vont le faire, mais bon, c'est plus difficile. Souvent, on essaie des scinder.
et la contribution du régime qui se fait par l'employeur, là, qui généralement est 50-50 et plus, là, donc 60-70 pour l'employeur. Ça peut être une composante assez coûteuse. Euh, donc, ouais, on parle d'avantages importants là, pour certains employés, c'est certain, au niveau du traditionnel. Cependant, puis j'imagine que la slide suivante, on parle du collectif sélectif. Donc, ici, comme je mentionnais, on vient couvrir les personnes clés. On vient choisir ce qu'on veut offrir. Donc, des exemples ici, vous voyez, bon, une assurance vie à 25 000 pour telle personne avec une assurance invalidité ou même, bon, des budgets loués par employé parce qu'au final, bon, vient une facture mensuelle euh, de protection individuelle pour les employés qui ont été sélectionnés. On peut aussi le voir ainsi. Donc, établir un certain budget dans le partage de coûts. Les panoplies infinies parce que finalement, bon, on regarde le marché de l'assurance complet au niveau de l'assurance de personnes individuelles. Il y a énormément de choix à faire, c'est évident. Puis on est toujours là aussi pour Lucie en tant que consultant pour vous aider, ou que ce soit votre autre courtier aussi, évidemment, que vous connaissez. Euh, et ben, l'employé pourra bénéficier d'une analyse complète de ses besoins. Ça vient en fait, ce n'est pas. Je suis pas expert là-dedans, je suis pas un conseiller individuel, mais évidemment, lors d'une mise en place d'un produit de type individuel, une assurance de personne individuelle, le conseiller en place a le devoir de faire une analyse complète des besoins pour déterminer, en fait, bon, quelles sont vos couvertures déjà en place et qu'est-ce qui vient s'ajouter et les niveaux qui devraient être requis pour vraiment venir combler le besoin. Et un point important aussi, en fait, que j'ai pas mentionné, l'employé qui quitte l'entreprise, on le veut pas, là. Souvent, cet employé-là, on veut le garder, puis c'est pour ça qu'on investit en lui, mais cet employé-là qui quitte l'entreprise pourra conserver ses protections puisqu'il aura passé à travers les différents critères d'assurabilité et rempli, bon, le besoin, finalement, de l'assureur pour ce type de couverture-là. Euh, avec un départ, il part avec le tout, bien, évidemment, à sa charge maintenant complète, mais c'est un certain avantage pour l'individu. Au niveau de si un OBNL est intéressé par les deux options, comment devrait-il faire pour choisir le bon régime? C'est une très bonne question. Puis on va le lire ensemble. Les questions à se poser, c'est bon, le nombre d'employés admissibles, la contribution, euh, la participation qu'on veut avoir. Donc, si on a juste quelques employés qui lèvent la main, on n'a pas une masse qui s'y intéresse, puisque bon, il y a des enjeux financiers en arrière de ça. Ben, c'est les bonnes questions à se poser. Nous, chez Lucie, on a différents secteurs. On a le secteur petite entreprise, donc 50 employés et moins. Fait qu'on est capable de mettre en place des régimes traditionnels pour les OBNL et les petites entreprises de 50 employés et moins. Mais c'est sûr que en bas de 5 employés, en bas de 10 employés, des fois, bon, on peut se poser beaucoup de questions à ce niveau-ci, puisque des fois, il n'y a pas toujours une demande si forte. Le cadre de l'assurance collective traditionnelle est acceptable, c'est la meilleure solution. Ouais, si on pense que bon, le collectif traditionnel est bon pour nous, évidemment, c'est une excellente solution. Mais sinon, ben, on peut faire appel à quelqu'un qui peut venir nous aider justement pour départager. Bon, qu'est-ce que je peux aller chercher dans le collectif sélectif? Puis ça revient à combien finalement pour mes employés? Il y a tout ce démarchage-là qui peut être fait là, pour trouver la meilleure solution finalement pour vos employés. Merci, Arnaud. Avant de passer aux questions, je vois qu'il y a des questions. On a débordé un peu. Désolé, là, c'était 1 heure qu'on avait. Mais si l'équipe de Lucie veut rester, puis il y en a qui ont encore un petit peu de temps, on peut prendre le temps de répondre à vos questions. Les autres qui doivent quitter, on comprend, là. C'était prévu jusqu'à 10h30. Donc, bonne fin de journée. Puis, on va poursuivre avec les questions pour ceux qui peuvent rester. Oui, merci. Bon, j'entendais parler donc de nombre d'employés minimal là, pour les assurances traditionnelles. Bon, les OBNL que je connais, tu sais, chez nous, on a 5 employés. Dans les OBNL que je connais, c'est beaucoup de ça aussi, du 4-5 employés. Est-ce que c'est envisageable, par exemple, de faire un regroupement de mini-OBNL pour aller chercher une assurance collective traditionnelle? C'est une excellente question. En fait, il y a
Puis là, je ne suis pas l'expert de l'OBNL, mais il y a un certain cadre qui régit en fait l'assurance collective au niveau des entreprises, qui vient en fait interdire les entreprises à se regrouper pour la seule cause d'avoir une assurance collective traditionnelle avec des avantages même plus compétitifs. Donc, il y a vraiment c'est un niveau législatif là, qui empêche les entreprises de se joindre dans ce but-là. Donc, j'ose croire qu'il y a peut-être cette limite-là dans l'OBNL. Malheureusement, je ne suis pas l'expert de ce type d'association, d'assurance association, pour vraiment complètement y répondre. Mais ça serait définitivement à regarder, puisque au niveau de l'entreprise, je veux dire, standard, là, la PME, ceux-ci doivent avoir un lien d'affaires finalement. Donc, par exemple, une entreprise qui détient 50% et plus d'une autre peuvent se rejoindre dans la même assurance collective traditionnelle, mais pas à, par exemple, 30%, ce n'est pas assez, ça, au niveau d'un partage là, de ressources. Fait il faut faire attention à ce niveau-ci. On avait une question dans le chat. Quels sont les avantages pour l'employé de passer par son entreprise plutôt que par des assurances individuelles standards? En fait, c'est sûr que pour passer au niveau de son entreprise, puis j'imagine qu'on parle du collectif sélectif ici, donc on fait un parallèle entre ces deux assurances individuelles, mais en une, c'est via mon employeur, puis l'autre non. Au-delà de quels sont les avantages pour l'employé, il faut penser juste à l'employeur qui veut aller de l'avant puis offrir un certain avantage à ses employés ou à ses employés clés. Déjà là, c'est bon pour l'employé clé puisqu'il y a un potentiel de partage de coûts. On va dire c'est quelque chose comme un 50-50, imaginons. Là, déjà là, il y a un avantage de l'individu d'aller vers l'assurance individuelle collectif sélectif, étant donné que il y a une prime de moins à payer. Sinon, il y a un certain avantage dans le produit lui-même, dans le fait qu'on vient regrouper ces personnes individuelles-là en un certain regroupement là, individuel. On vient chercher une force de négociation plus forte. Puis ici, en Lucier, je sais qu'il travaillant avec tous les assureurs dominants là, dans le marché, il y a potentiellement un gain à avoir ça via ce produit-là que via individuellement, d'appeler chacun des assureurs pour essayer de trouver la meilleure offre sur le marché, qui peut ne pas venir du même assureur. En fait, un produit peut être super compétitif chez un Industriel Alliance pendant ce temps-là, un Desjardins va t'offrir quelque chose de mieux ailleurs, etc. Donc, je pense que c'est là que vient la force du produit. Merci. Je pense que c'est des remerciements dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a quand même débordé quasiment 15 minutes, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de questions. C'était intéressant. Merci beaucoup à toute l'équipe de Lucier. Pour la présentation que vous voyez à l'écran va vous être envoyée par l'équipe, comme je le disais au début de présentation, d'ici quelques jours. Donc, si vous avez des questions, c'est ça plus approfondi, il y a des choses qui n'ont pas été partiellement répondues ou en tout cas, vous voulez approfondir le sujet, vous pourrez le faire, vous aurez leurs coordonnées. Et Claudia, je ne sais pas si tu veux terminer. Effectivement, je vais juste conclure. J'ai laissé mes coordonnées à l'écran parce que je coordonne les groupes et associations. Donc, peu importe la question qui vous vient en tête dans 15 minutes ou demain, ou que vous aimeriez revenir sur un point de la présentation, écrivez-moi, puis je vais vous mettre en contact avec le bon courtier pour que vous puissiez avoir les informations puis aller au bout de vos interrogations.